Imaginez un instant, un moteur de recherche qui comprendrait ce qu'on veut dire et pas juste ce qu'on tape. Eh bien, c'est exactement la révolution qui est en train de se passer dans le monde de l'IA. On est en train de laisser tomber les bons vieux mots-clés pour des techniques beaucoup plus fines. Allez, on va voir ensemble comment tout ça va changer radicalement notre façon de trouver l'info. Voilà, c'est ça le cœur du problème. On a tous connu ça, non? Poser une question à un moteur de recherche et se retrouver avec des résultats complètement à côté de la plaque. L'objectif, c'est justement de passer de cette recherche littérale, mot pour mot, à une recherche qui, elle, va piger le sens, le contexte, bref, l'intention qu'il y a derrière notre question. Ok, alors pour bien comprendre où on va, c'est toujours bien de regarder d'où on vient. Et le point de départ, le grand classique de la recherche d'infos, c'est évidemment la recherche par mots-clés. Le principe, il est super simple, super direct. On tape éthique de l'IA et hop, le système va chercher tous les documents qui contiennent pile poil ces mots. C'est ultra rapide et hyper précis, à condition de savoir exactement quel terme utiliser. C'est là le hic. Bon, évidemment, la recherche par mots-clés a quand même évolué. C'est devenu plus malin. On a des algorithmes comme le BM25 par exemple. Eux, ils ne se contentent pas de compter les mots. Non. Ils vont regarder à quelle fréquence un mot apparaît, ils vont donner plus d'importance aux mots qui sont rares, et ils vont faire attention à ce qu'un document super long ne soit pas avantagé juste parce qu'il est long. C'est une version, disons, plus fine, plus nuancée. Mais voilà le gros problème. Le truc fondamental, si on cherche éthique de l'IA, on va complètement, mais alors complètement passer à côté d'un super document qui s'appellerait Considération éthique dans l'apprentissage automatique. Pourquoi? Parce que les mots ne sont pas les mêmes. Et pour le système, si les mots ne correspondent pas, le document n'est pas pertinent. C'est là qu'on touche vraiment aux limites du système. Alors, comment on fait pour régler ce problème de contexte? Eh bien, la solution, c'est de passer d'une recherche de mots à une recherche de sens. Et là, croyez-moi, c'est une toute autre philosophie. C'est là que ça devient vraiment fascinant. La recherche vectorielle, on l'appelle aussi sémantique. Elle ne lit pas les mots, elle comprend le sens. En gros, elle transforme n'importe quel bout de texte en une sorte d'empreinte digitale numérique. Ça s'appelle un embedding. Et du coup, le système ne compare plus des mots, mais la proximité, la similarité entre l'empreinte de la question et l'empreinte des documents. C'est génial. La différence, elle est donc super claire. D'un côté, on a les mots-clés, rapides, précis, mais complètement rigides, et de l'autre, la recherche vectorielle, beaucoup plus flexible, capable de piger le sens, mais bon, elle demande aussi plus de puissance de calcul. Pour faire simple, la première trouve ce qu'on a tapé, la seconde trouve ce qu'on voulait dire. Alors, la question se pose. Et si, au final, la meilleure solution, ce n'était pas de choisir? Et si on pouvait combiner les deux, prendre le meilleur de chaque approche pour créer un truc encore plus puissant? Et c'est pile poil ce que propose la recherche dite hybride, une sorte de synthèse qui va vraiment prendre le meilleur des deux mondes. L'idée, c'est de marier la précision presque chirurgicale des mots-clés avec la compréhension beaucoup plus large du contexte qu'offrent les vecteurs. Et le résultat, c'est une recherche qui est à la fois super complète et super pertinente. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez logique en fait. D'abord, on lance une recherche par mots-clés pour choper toutes les correspondances exactes. En même temps, on lance la recherche vectorielle pour trouver les concepts similaires. Et à la fin, un algorithme malin va fusionner les deux listes de résultats pour donner le classement le plus pertinent possible. Comme ça, on est sûr de ne rien rater, ni les termes exacts, ni les idées qui tournent autour. Ok, mais on peut aller encore plus loin. Parce que parfois, l'info la plus cruciale, elle n'est pas dans un document. Elle est dans les liens qui existent entre les documents. Et là, on entre dans une autre dimension avec une technique qui s'appelle GraphRag. C'est assez fou. Ça ne se contente pas de lire les documents, ça va carrément cartographier les liens entre eux. C'est comme si on dessinait un grand réseau de concepts connectés les uns aux autres. Pensez à la recherche juridique par exemple. C'est parfait pour ça. Il ne suffit pas de trouver une loi, il faut comprendre comment elle est liée à une autre, comment elle a influencé telle décision de justice, etc. Le GraphRag, lui, il navigue dans cette immense toile de relations. Par contre, attention, toute cette puissance a un coût. Ce chiffre, 10 fois, il est important. Une recherche avec GraphRG, ça peut être jusqu'à 10 fois plus lent qu'une méthode plus classique. Donc oui, c'est un outil hyper puissant, mais il faut vraiment le réserver au cas où la complexité des relations est la clé de tout. Et puis, parfois, la solution la plus intelligente, c'est aussi la plus simple. Avant de se lancer dans des recherches super complexes, on peut tout simplement filtrer par métadonnées, c'est-à-dire trier par date, par auteur, par type de fichier ou encore par étiquette. C'est un peu comme trier sa bibliothèque par genre avant de commencer à chercher un livre en particulier. C'est super efficace et c'est rapide.
Bon, on se retrouve donc avec une super boîte à outils. On a les mots-clés, les vecteurs, l'hybride, les graphes, les filtres. La question c'est comment on sait quel outil utiliser et à quel moment. C'est là qu'intervient le routeur. C'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. C'est un composant intelligent, souvent un grand modèle de langage, qui va analyser la question posée. Et en fonction de ce qu'on demande, il va choisir tout seul la meilleure stratégie de recherche. Par exemple, on cherche un code produit bien précis, hop, il choisit les mots-clés. La question est plus vague, plus conceptuelle, il va plutôt partir sur de la recherche vectorielle. C'est lui qui décide. Alors, si on récapitule, voilà un peu la palette complète qu'on a aujourd'hui. Et le point vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y a pas une meilleure méthode. Ça n'existe pas. La meilleure stratégie, elle va dépendre des données qu'on a, de la question qui est posée et de ce qu'on cherche à faire. L'avenir de la recherche, ce n'est pas une technique miracle, c'est la capacité à choisir et surtout à combiner intelligemment la bonne approche pour chaque situation. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse, finalement. Maintenant que les outils de recherche apprennent à comprendre notre intention et plus seulement nos mots, c'est quoi la prochaine étape? Si nos systèmes peuvent saisir ce qu'on veut vraiment dire, ça ne change pas seulement la façon de chercher l'info, ça change peut-être la nature même de ce qu'est une réponse. La prochaine frontière, ce n'est peut-être plus de recevoir une liste de liens, mais de recevoir directement la connaissance, déjà synthétisée, déjà prête à être utilisée. Ça donne à réfléchir, non?